Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Période d'essai. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Pascal Loquiec, qui est professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président de l'Association française de droit du travail et auteur de l'ouvrage « Salariés libres et heureux, la face cachée de l'autonomie au travail ». Pascal, bonjour. Bonjour Caroline. Première question, quelle analyse faites-vous de la santé mentale des salariés français ? La santé mentale des salariés français est dégradée. Les chiffres sont très parlants. On a à peu près, d'après les enquêtes récentes, 6 salariés sur 10 en France qui se disent stressés au travail. 30% disent avoir subi au cours de leur carrière un burn-out. Et si on prend les chiffres de l'absentéisme en France, on considère que 22% des absences des salariés sont liées à la souffrance mentale. Donc ça, ce sont on va dire les données chiffrées. Pour ce qui est des causes, la cause qui vient le plus à l'esprit, c'est le supérieur hiérarchique, le manager, qui oppresse le salarié et qui crée du harcèlement moral, puisqu'on a un nombre important de cas de harcèlement moral, on le voit très bien d'ailleurs devant les tribunaux. Mais ça n'est qu'une des causes. Je dirais que la principale cause, elle est organisationnelle. L'organisation, lorsqu'elle est pathologique, est une cause de souffrance mentale pour les salariés. Alors quelles sont ces causes ? Vous avez les problèmes d'isolement au travail pour les télétravailleurs que l'on rencontre de plus en plus. On voit très bien depuis la crise du Covid avec l'explosion du télétravail. Vous avez la surveillance au travail, on en parlera peut-être. La surveillance, notamment par les nouvelles technologies, peut être une source de stress. On sait qu'on est surveillé. Vous avez l'augmentation du travail aux objectifs. Lorsqu'on travaille avec des objectifs qui sont trop élevés, eh bien forcément c'est une cause de stress. Et puis vous avez enfin, même si ce ne sont pas les seules causes, la logique financière que suivent certaines entreprises qui fait qu'on est poussé à travailler de plus en plus avec une charge de travail trop importante et qui est une source de souffrance mentale. Mais d'ailleurs, comment faire prendre conscience les directions, les ressources humaines de ces enjeux, puisque les chiffres ne cessent de se dégrader, tout de même pour la santé mentale ? Pour leur faire prendre conscience, à mon avis, alors je ne suis pas le seul à le dire bien entendu, je pense que les écoles de management ne font pas assez d'efforts, même s'il y a des progrès sur les questions de santé mentale. Ça doit être un aspect essentiel de l'enseignement dans les écoles de management. D'ailleurs, on connaît la triste et célèbre affaire France Télécom. L'une des causes des souffrances des travailleurs de France Télécom qui les ont menés au suicide, c'est le management de l'école interne de France Télécom. Il y a énormément de choses à faire, mais je pense que l'un des points de départ, c'est d'améliorer le management pour qu'il soit plus respectueux de la personne du salarié, à la fois de son corps et de son esprit. On voit que le gouvernement Barnier insiste beaucoup sur le dialogue social. Qu'est-ce que vous en pensez ? Doit-on craindre une dégradation et doit-on croire le gouvernement quand il dit que c'est essentiel à ses yeux ? Alors si vous le permettez, je vais peut-être dériver un tout petit peu. On a l'habitude de dire en France que le dialogue social ne marche pas, contrairement à l'Allemagne. Si on se place du côté du dialogue social dans les entreprises, les chiffres ne sont pas si dégradés que ce que l'on entend parfois. On a eu par exemple, les chiffres viennent de sortir en octobre 2024, on a 85 000 accords d'entreprise conclus par an et on a des taux de conclusion des syndicats qui sont très élevés. La CFDT conclut en moyenne 95% des accords au titre desquels elle négocie. Et la CGT est à 87%. Donc dans les entreprises, ça négocie. Alors votre question est plutôt sur le dialogue, on va dire, interprofessionnel et national. Alors tous les gouvernements disent qu'ils sont favorables au dialogue social. Il n'y a pas un gouvernement qui va se dire hostile. Et d'ailleurs Emmanuel Macron lui-même, en tant que président de la République, a poussé au dialogue social. Les années qui ont précédé montrent quand même des difficultés importantes, liées notamment à ce qu'on appelle les lettres de cadrage. Les lettres de cadrage fixent, comme leur nom l'indique, le cadre aux négociateurs.
On a eu tendance ces dernières années à avoir des lettres de cadrage trop strictes qui, par exemple, imposent aux partenaires sociaux des objectifs financiers qui font que ce qu'on appelle le grain à moudre dans la négociation est trop faible. Alors, est-ce que avec le gouvernement Barnier, les choses vont changer? C'est vrai qu'il s'agit, semble-t-il, d'un homme de dialogue. Alors, cela peut favoriser la conclusion d'accords collectifs. C'est trop tôt pour le dire. On a eu trop de déceptions par le passé. Ceci étant dit, c'est vrai que le 14 novembre 2024, donc il y a quelques jours, on a eu le succès de négociations sur l'assurance chômage, sur l'emploi des seniors. Mais on a eu trop de déceptions quant aux promesses de dialogue social pour qu'on puisse répondre avec certitude à cette question. On parle beaucoup de dialogue social, on parle aussi beaucoup des jeunes et de leur rapport au travail. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler et surtout comment veulent-ils travailler? Oui, les jeunes ont envie de travailler comme les générations précédentes ont envie de travailler. Je crois que la question n'est pas là. La question c'est comment leur donner envie de s'impliquer dans leur travail. Et là, on a un vrai sujet. Les jeunes ont une attente en termes de rémunération, bien entendu, mais ils ont aussi une attente croissante en termes de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Et là, il est clair que le salariat, tel qu'il est conçu aujourd'hui, n'offre pas suffisamment de moyens de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Alors c'est vrai que le télétravail a, on va dire, amélioré les choses pour certains, parce qu'il faut bien entendu mettre... Tous ne peuvent pas voilà, télétravailler. Quand on est enseignant à l'université, on voit très bien que lors de la période du Covid, certains étudiants étaient en capacité de se connecter facilement, mais que d'autres qui avaient leurs frères et sœurs qui étaient à l'école et qui étaient aussi dans l'appartement ou qui avaient des conditions de vie difficiles. On voyait bien que c'était compliqué d'avoir un espace pour écouter paisiblement le cours. C'est pareil pour les salariés. C'est pas vrai, les salariés qui se connectent. Vous le dites dans votre ouvrage d'ailleurs que l'entreprise doit faire en sorte quand même que le travailleur puisse télétravailler dans les meilleures conditions. Oui, absolument. L'entreprise, alors évidemment, n'est pas responsable du logement du salarié, mais elle doit faire en sorte, effectivement, que le salarié travaille dans des bonnes conditions. Donc, pour revenir à la question de l'autonomie, elle est centrale pour les jeunes et pour que le salariat attire les jeunes. Il ne faut pas oublier que la protection, c'est celle du salariat, c'est pas celle du travail indépendant. On n'a pas de congé payé quand on est travailleur indépendant, on n'a pas de limitation du temps de travail, on n'a pas de garantie de revenus. Eh bien, pour que le salariat attire, il faut qu'il prenne mieux en compte l'autonomie au travail. C'est l'une des conditions essentielles pour que les jeunes aient envie de travailler. Alors, il y a un autre aspect qui revient souvent et qui est très important, c'est le sens du travail. Il faut aussi que l'entreprise évolue pour intégrer la question environnementale, à laquelle les jeunes sont très sensibles, mais aussi la question du bien-être au travail. Il y a toute une série de conditions à réunir pour que non seulement ils veuillent travailler, mais pas simplement pour survivre et subvenir à leurs moyens. Alors, ouais. Quels sont les risques du modèle d'entreprise dit libéré dont vous parlez dans votre ouvrage et où les salariés peuvent notamment prendre les congés quand ils le souhaitent? Il y a cette idée que l'entreprise rêvée, c'est celle où vous pouvez travailler à la plage si vous le souhaitez. Vous prenez autant de jours de congé que vous voulez, vous fixez librement votre lieu de travail. Alors, c'est un rêve. Certaines entreprises y parviennent, mais c'est très rare. Et le modèle de l'entreprise libérée, où en quelque sorte il n'y a plus de patron, où il y a plutôt les salariés, le patron laisse les salariés faire à peu près ce qu'ils veulent. Le risque, c'est d'abord de responsabiliser les salariés à l'excès. Nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de la capacité à être autonome. Certains ont besoin d'avoir quelqu'un qui décide pour eux. Vous mettez, je ne sais pas, 2000 salariés en leur disant vous vous débrouillez, vous décidez entre vous les horaires, ça ne peut pas fonctionner. Et les rapports de pouvoir
la capacité de l'un ou de l'autre à négocier et à se mettre en avant va tout déterminer. Donc, l'idée de l'entreprise libérée, à part dans quelques petites entreprises où tout le monde se connaît, moi je n'y crois pas et je pense qu'il y a un vrai risque pour les salariés. Alors derrière l'idée de l'entreprise libérée, alors c'est pas exactement ce que prônent ces partisans, mais il y a aussi cette mode du bonheur dans l'entreprise, puisque les partisans de l'entreprise libérée soutiennent que ce mode d'entreprise rend les salariés heureux. Donc il y a cette sorte de mode, des tables de ping-pong dans l'entreprise, des cours de yoga, des cours de danse, etc. Des after-work dont vous parlez beaucoup, où il faut être fun en entreprise. Voilà, exactement, c'est un excellent exemple des after-work. Dans l'affichage, c'est très bien. Mais dans la réalité, et si on le relie à certaines pratiques de management, c'est redoutable. En fait, parfois, et on a quelques contentieux qui le montrent, ce qui peut apparaître comme on va rendre les salariés heureux devient une injonction au bonheur. Et j'ai cet exemple en tête de cette entreprise qui a licencié pour son salarié pour désalignement culturel, c'était le motif qui était dans sa lettre de licenciement, parce que ce salarié refusait de participer aux soirées, aux week-ends organisés par l'entreprise. Et on a considéré que c'était une faute professionnelle. Donc d'une sorte d'attraction vers le bonheur, c'est devenu une obligation d'être heureux. Donc c'est une mode qui est assez redoutable. Assez délétère. Assez délétère. Concrètement, comment, dans ce cas, conjuguer autonomie et réalité de la vie en entreprise et ses contraintes? Alors, c'est l'une des questions fondamentales. Si on reste dans le salariat implique un rapport de pouvoir, c'est-à-dire implique que l'employeur puisse imposer des directives à son salarié, contrôler ses salariés. On n'est pas dans une autonomie libérée, dans une liberté à tout prix, qui serait, et encore on peut mettre des bémols, celle d'un travailleur indépendant. Alors comment faire pour concilier une plus grande autonomie donnée aux salariés, puisque comme on l'a vu, c'est à mon avis une condition pour attirer les jeunes vers le salariat, et respect de l'intérêt de l'entreprise. Je pense qu'il y a place pour créer un dispositif d'autonomie au travail sur 3 plans. Premier plan, les conditions de travail, c'est-à-dire donner des capacités d'initiative aux salariés sur la définition de leurs horaires, de leurs congés, de leur lieu de travail. Pourquoi pas d'ailleurs la possibilité de prendre des initiatives sur la semaine de 4 jours. Ça c'est la première strate, ce sont les conditions de travail. Même s'il y a la nuance entre semaine de 4 jours ou semaine en 4 jours, et la charge de travail qui peut y être liée. Absolument, absolument. Deuxième strate, l'autonomie dans la définition du travail. En France, on n'a pas l'habitude d'associer les salariés à la définition de leur travail. Qui mieux que le travailleur lui-même sait ce qui est efficace pour son travail. Définition du travail et d'ailleurs des objectifs de travail. On parlait de la souffrance mentale tout à l'heure. Des objectifs irréalisables sont une source de souffrance, puisque si vous êtes autonome dans la définition de vos horaires, si c'est pour réaliser des objectifs qui sont extrêmement élevés, finalement vous allez encore travailler plus, avec un stress qui va avec. D'ailleurs, vous parlez pas mal dans votre ouvrage des cadres qui sont au forfait jour, et donc le temps de travail en tant que tel n'est pas défini, mais se retrouvent avec des objectifs colossaux et peuvent beaucoup souffrir au travail. Absolument. Donc le cadre au forfait jour, c'est celui dont on ne définit pas les heures de travail, mais simplement un nombre de jours. Donc il peut travailler 9 heures, 10 heures, 12 heures de travail. Et donc cette liberté dans la définition, de l'emploi du temps est compensée par des objectifs qui sont très élevés. Et l'idée, c'est que liberté dans la définition du travail, mais contrainte dans la fixation des objectifs. Et vous avez raison, on a dans les chiffres sur la santé mentale au travail, des chiffres très inquiétants pour les cadres, et pour les cadres au forfait jour en particulier. Et d'ailleurs, le Code du travail, c'est pas par hasard, prévoit un entretien annuel pour les cadres en forfait jour sur la conciliation vie personnelle et vie professionnelle et sur la charge de travail. Et donc la troisième strate, 3 strates,
c'est d'associer davantage les salariés à la définition de la stratégie de l'entreprise. On parlait des objectifs donnés aux salariés, des objectifs de performance. Si la stratégie de l'entreprise obéit à une logique purement financière, par définition, les objectifs donnés au travailleur lui-même vont être axés sur les objectifs de l'entreprise et vont être trop élevés. Donc on n'arrivera pas à améliorer les conditions de travail si on ne revoit pas la stratégie de l'entreprise, si on n'intègre pas davantage, on en parlait tout à l'heure, les questions environnementales et puis les questions sociales. C'est ce que permet la responsabilité sociale des entreprises, sur laquelle il y a beaucoup de choses à faire. Donc sur ces 3 strates, la France est très en retard et je considère qu'on a besoin d'un dispositif, les Anglais le font d'ailleurs, j'appelle ça de la flexibilité inversée, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'employeur qui définit la flexibilité, mais le salarié doit pouvoir aussi avoir une capacité d'initiative sur la flexibilité. Le tout, parce que vous parliez dans votre question de conciliation avec les intérêts de l'entreprise, bien entendu, avec la possibilité pour l'employeur de s'y opposer lorsque l'intérêt et le fonctionnement de l'entreprise est en jeu. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe dans le dispositif anglais. Oui, et d'ailleurs dans le dispositif anglais, on se rend compte que les employeurs devant motiver leur refus quand un salarié demande une adaptation de son temps de travail, il y a moins de refus de la part des employeurs. Vous vantez également le modèle allemand de cogestion. Est-ce qu'on peut faire la même chose en France? Est-ce que c'est si simple que ça? Non, ce n'est pas si simple. Vous parliez dans votre question de modèle. C'est vrai qu'on est tenté de considérer que certains droits font modèle au sens où ce sont en quelque sorte des droits idéaux. Alors longtemps, ça a été le modèle scandinave. Emmanuel Macron, au début de son premier quinquennat, avait vanté la flexibilité, la flexisécurité à la danoise. Cette idée qu'on devrait faciliter la rupture du contrat, donc faciliter la sortie de l'emploi, mais avec un système de protection sociale et d'employabilité et de formation qui fait que si vous perdez votre emploi, ce n'est pas très grave parce que vous allez en trouver un autre facilement. C'est un modèle qui marche très bien au Danemark, sauf que 2 éléments. Au Danemark, si je ne me trompe pas, on est autour de 6 millions d'habitants. En France, évidemment, ce n'est pas du tout la même proportion. On ne fait pas la même chose dans un pays avec un nombre d'habitants relativement peu élevé et en France. Et puis, la deuxième question, c'est qu'on est à 90% de revenus de remplacement en cas de chômage au Danemark. Ce n'est pas vraiment la pente qu'on prend aujourd'hui. Donc, l'idée du modèle fonctionne difficilement. C'est pareil pour l'Allemagne. Le dialogue social n'est pas le même en Allemagne qu'en France, même si, comme on le disait, il est, à mon avis, moins dégradé que ce que l'on dit en France. Donc, modèle non. Ceci étant dit, on peut emprunter des règles, des dispositifs spécifiques dans les différents pays. Et c'est vrai que la codétermination, la cogestion à l'allemande, qui fait que vous avez entre 30% et 50% d'administrateurs salariés dans les entreprises allemandes, ça, c'est un dispositif intéressant. On en est très loin en France. Aujourd'hui, en l'état actuel du droit, on est à 1 ou 2 administrateurs salariés dans les entreprises et on arrive quasiment jamais aux 30%. Donc, peut-être emprunter des modèles non, parce que la France a sa spécificité et on ne peut pas greffer un modèle sur un autre. Mais oui, on peut emprunter des règles sur l'Allemagne et puis sur le Royaume-Uni, comme on le disait, le dispositif de flexible work, donc, qui permet cette autonomie aux salariés avec possibilité pour l'employeur de s'y opposer en invoquant l'intérêt de l'entreprise. Ça, c'est un dispositif qui me semble tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous revenez sur le taux de syndicalisation en France qui n'est pas très important et qui devrait continuer à diminuer dans les prochaines années. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? C'est un élément essentiel du dialogue social? Absolument, on doit tout à fait s'en inquiéter. La pente est inquiétante et lorsqu'on voit les taux chez les jeunes, c'est encore plus inquiétant. On est à peu près à 3% de jeunes syndiqués, c'est faible. Alors pourquoi c'est inquiétant? Parce que le dialogue social dont on parlait tout à l'heure, il se fait beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement, dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise, lorsque c'est avec des représentants des salariés. Si on va vers un dialogue direct avec les salariés, on va avoir un dialogue
totalement désorganisé. On a besoin de règles qui soient co-construites. Et avoir des syndicats qui sont malades est un sujet. Alors les responsabilités sont diverses. Les syndicats eux-mêmes ont leurs responsabilités qui n'ont peut-être pas suffisamment évolué, s'adapter aux revendications de la jeunesse, même si ça change. Par exemple, l'environnement est entré dans les statuts de la plupart des syndicats. Le droit à sa responsabilité. Il faut savoir qu'en France, contrairement aux pays scandinaves qui ont des taux de syndicalisation de 70%, les avantages obtenus par les syndicats dans les négociations collectives bénéficient à tous les salariés, peu importe qu'ils soient syndiqués ou non, peu importe qu'ils soient adhérents du syndicat ou pas. Ce qui est différent du modèle scandinave. Ce qui est tout à fait différent du modèle scandinave. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir cette règle? Je ne pense pas, mais en tout cas, il y a un vrai sujet là-dessus. Il faut que les adhérents des syndicats aient des avantages et des intérêts à se syndiquer. En tout cas, oui, effectivement, les taux de syndicalisation qu'on a en France qui sont très bas, c'est un mauvais signe pour les salariés, mais je pense aussi pour les entreprises. On va parler de télétravail maintenant. Ubisoft et Amazon l'arrêtent. Que faut-il en penser et faut-il remettre en question le télétravail? Non, il ne faut pas remettre en question le télétravail. Alors, il est vrai qu'il est arrivé très rapidement, très soudainement avec le Covid, que tout le monde n'était pas forcément adapté, que ce soit les salariés ou les entreprises, mais aujourd'hui, c'est quasiment un acquis pour les salariés. Certains d'ailleurs ont déménagé à des centaines de kilomètres, c'est quand même pas évident de leur dire du jour au lendemain, vous revenez dans l'entreprise. Donc je comprends tout à fait les résistances de certains salariés, et vous parliez de ces grèves, à revenir dans l'entreprise, d'autant plus que on sait que pour nombre d'employeurs, accorder 1 ou 2 jours de télétravail à leurs salariés, c'est faisable. Alors, évidemment, ça dépend du poste. Mais cette idée que tout le monde doit revenir au télétravail, ça me semble pas du tout une évidence. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être traité de la même façon. Déjà, clairement, il y a ceux qui ne sont pas qui ne peuvent pas travailler en télétravail, d'ailleurs qu'on a trop tendance à oublier. On a tendance à raisonner, on parlait de modèle. On avait le modèle de l'ouvrier il y a une trentaine d'années, maintenant on raisonne avec le modèle du télétravailleur. N'oublions jamais que moins de la moitié des salariés peuvent télétravailler. N'oublions pas non plus qu'il y a télétravail et télétravail. Le travailleur, le cadre en télétravail qui est parfaitement autonome dans son travail n'a absolument rien à voir avec la personne qui est standardiste en télétravail avec des horaires contraints et qui doit même demander l'autorisation avant de prendre une pause parce qu'il peut y avoir des clients, des consommateurs qui appellent. Donc télétravail, c'est pas le Graal, le rêve, c'est pas identique pour tout le monde. Donc il y a des efforts à faire, sur le logement des salariés. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on va demander à l'employeur d'améliorer le logement du salarié. Mais il y a des efforts notamment de sécurité du logement. D'ailleurs, il y a une question qui est extrêmement délicate, qu'on n'a pas encore résolue en droit. Oui, si le salarié se prend une prise, tombe et se blesse. Exactement. Est-ce la responsabilité de l'entreprise? Voilà, donc grosse question juridique. Qui est responsable lorsque le salarié se blesse en tombant des escaliers pour rentrer chez lui? Qui est responsable lorsque le salarié en télétravail ouvre la porte à la poste? On a un cas récent, vous avez un salarié qui a ouvert la porte, qui est sorti dans la rue et qui a eu un accident, qui s'est fait renverser parce qu'il y avait un problème EDF chez lui. On a considéré que ça n'était pas un accident du travail. Vous voyez que c'était déconnecté du travail. Donc il y a un vrai sujet. Autre sujet concret sur le télétravail, l'employeur est responsable de la sécurité de ses salariés, dans l'entreprise ou au télétravail. A-t-il le droit
de faire venir une entreprise et de l'imposer aux salariés pour vérifier la conformité informatique. Aujourd'hui, la pratique, c'est des attestations données aux télétravailleurs pour s'assurer de la conformité de l'installation. Ça n'est pas du tout suffisant. Donc télétravail, oui, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'améliorer. On est passé d'une surveillance humaine à une surveillance technologique des salariés, on en parlait notamment avec le télétravail, qui effraie certains. Est-ce que c'est une peur rationnelle ou est-on face à du technology bashing? C'est une peur qui n'est absolument pas irrationnelle. On a longtemps connu la surveillance humaine. Vous aviez le contremaître qui était en face de vous et qui vérifiait si vous étiez suffisamment rapide. Aujourd'hui, la surveillance technologique a des potentialités considérables et franchit allègrement la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle. Alors c'est quoi? C'est la lecture des emails et des SMS professionnels à distance, sans même que le salarié sache que ces mails sont lus ou ne sont pas lus. Ce sont les caméras de surveillance, mais ça va bien au-delà. Aujourd'hui, on sait que les nouvelles technologies sont capables de détecter les émotions des salariés. Maintenant, on sait que par exemple des supermarchés japonais utilisent des logiciels. Il y en a un qui s'appelle Mr. Smile. Mr. Smile est capable de capter le sourire des salariés, le visage des salariés, et d'analyser quantité d'émotions. Est-ce que ce salarié est stressé? Est-ce qu'il est motivé dans son travail? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il a un comportement à risque qui fait que peut-être il va falloir le mettre à pied ou l'éloigner parce qu'il va mal se comporter? On est en capacité de contrôler les émotions à distance. C'est redoutable. Évidemment, quand on relie tout ça à l'IA, à l'intelligence artificielle, on imagine les potentialités. Donc il y a un besoin de régulation essentiel. Ça a été fait au niveau européen. On a un règlement sur l'IA qui vient tout juste d'être adopté et qui va entrer en vigueur dans les années qui viennent et qui notamment interdit les dispositifs de reconnaissance des émotions. Joe Biden, en 2023, a adopté un décret de régulation des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour prendre en compte les dangers de ces dispositifs. On sait par exemple qu'il y a des discriminations. Le recrutement algorithmique qui est aujourd'hui très développé, on le sait, on a des cas, peut-être un facteur de discrimination. Alors, une inquiétude quand même. Trump ne semble pas tout à fait d'accord. Voilà. Inquiétude. Trump, qui semble être pour la dérégulation à tout va, s'est montré très critique et a tout simplement dit qu'il voulait abroger le décret de 2023 adopté par Biden. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant aux États-Unis, mais aussi en Europe. Parce qu'on sait très bien, dans un monde globalisé, que lorsque les États-Unis ou la Chine adoptent ou dérégulent, il y aura une pression au niveau européen pour les entreprises européennes pour déréguler au nom de la concurrence mondiale. Donc, ce n'est pas simplement du bashing pour rien. Je crois qu'il y a une vraie inquiétude à avoir sur cette question. Merci beaucoup Pascal pour ces éclairages et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Période d'essai.